Symbole du pays des Abers, le phare de l'île Vierge de Lillias-Pouguerneau veille depuis 110 ans sur l'entrée de la Manche. Avec ses 397 marches et ses 82,50 m de hauteur, il est le phare en pierre de taille le plus haut du monde. Nous avons rencontré Jean Malgone, qui fut l'un de ses gardiens pendant 27 ans. Plus qu'un métier, c'était pour lui une véritable passion. Jean, pourquoi au bout du compte vous avez choisi ce métier? Disons, étant natif de l'île d'Ouessant, et il y avait le phare du Créache qui était en ce moment-là le phare le plus puissant du monde, qui éclairait ma chambre. Et de ma chambre, je voyais le phare du Créache, Névédic, la Jument et le phare du Stif. Alors j'avais 12-13 ans, je me suis dit, ma vocation, ça va être sûrement être gardien de phare, quoi. Les phares sont-ils classés par catégorie? Oui, les phares sont classés par catégorie. Disons, quand on est jeune dans les phares, on va toujours en enfer, quoi. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs au phare de la Jument. Ce sont des phares qui sont très très durs parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va descendre à cause des tempêtes. Alors ça remue pas mal. Alors on appelle ça l'enfer des phares, avec le phare d'Armen par exemple aussi. Ensuite, alors on bénéficie au bout de 10 ans, 12 ans dans l'enfer des phares, on bénéficie des phares des purgatoires, ce qui est le cas du phare de l'île Vierge. Alors là, on sait très bien qu'après 20 jours de phare ou 10 jours, c'était 20 jours au départ, après c'était 10 jours de phare, donc on avait toujours l'espoir de descendre le jour de la relève. Donc on appelle ça le purgatoire. Et alors le paradis des gardiens de phare, ce sont les phares à terre, comme Saint-Mathieu, Aiguemule, où le gardien vit avec sa famille. Vous dites le gardien, vous étiez seul sur vos phares? Ah non, on était toujours à deux dans le phare, hein. Et comme on faisait une veille permanente, jour et nuit, donc on se voyait que pendant les heures de repas. Et votre emploi du temps consistait en quoi? La nuit, le gardien prenait son quart à l'allumage du phare, quoi, hein, qui variait par rapport évidemment à la saison. En hiver, par exemple, on allumait le phare à 17h et en été, c'était à 22h30. Donc on prenait le quart jusqu'à 2h le matin. Donc il fallait faire une veille permanente. Et à 2-3 heures le matin, ça dépendait des phares. Donc on changeait de quart. Qu'est-ce qui est votre pire ennemi, la tempête ou bien la venue de la brume? Les deux. Les deux. Aussi dangereux l'un que l'autre. La tempête, évidemment. Bon, il faut quand même, comment dirais-je, avoir les nerfs solides pour ne pas fléchir, quoi. Et puis alors la brume, il faut que tout fonctionne bien à 100%, surtout la brume, hein, parce que c'est le pire ennemi des marins, hein. Et dans les phares, évidemment, il faut être d'une passion vraiment, vraiment au top niveau, quoi. Faut pas s'énerver, faut toujours réfléchir à ce qu'on va faire, faut toujours regarder la mer, les bateaux, etc., etc., quoi. Le gardien qui était vraiment de veille, on ne pouvait pas dormir. Alors, toute la nuit, nous avons des observations à effectuer. Par exemple, ici à l'île Vierge, nous avons 10 phares à observer 3 fois par nuit. Et si jamais il y avait une panne dans un phare ou dans une bouée quelconque, on prévenait le Cross-Corsen en disant que tel feu, telle bouée est en panne. Et le Cross-Corsen alors transmettait ça à tous les bateaux qui passaient dans le secteur. En tout, j'ai fait 39 ans de gardiennage dans les phares en mer, hein. J'ai dû battre le record depuis des années comme gardien de phare en mer. Je n'ai jamais voulu aller dans un phare à terre. On n'avait pas de frigidaire, on n'avait pas d'électricité, on n'avait rien dans les phares, hein. Et donc, c'était vraiment une vie qui était... Vous étiez le cochon dans le sel, quoi. Voilà, cochon dans le sel, et puis le poisson salé, ou le poisson séché aussi. En été, on séchait le poisson autour du phare, et on mangeait ça après en hiver, quoi. Que vous pêchez vous-même? Ah, qu'on pêchait nous-mêmes, oui, bien sûr, oui. Et en cas de problème, il y avait quand même la possibilité de téléphoner, de communiquer avec le continent. Oui, au début, c'était comment dirais-je, des radios, émetteurs, récepteurs, quand c'était une urgence, par exemple. Et quand ces postes-là tombaient en panne, il fallait mettre un pavillon noir que les sémaphores qui se trouvaient dans les environs de la Jument, comme le Créache et le Stif, quand il y avait le pavillon noir, ça voulait dire qu'il y avait un gardien de phare qui était malade et on demandait le secours. Si on était malade, c'était pas marrant du tout, hein. Et on avait peur, hein. Quand il y avait des grosses tempêtes, par exemple, on n'était pas trop fiers, hein. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs de la tempête pour vous initiés en fait? Oui. Principalement ici à l'île Vierge, là. Il y a des rochers qui se trouvent en dessous. Et depuis des centaines d'années, je connais un gars qui a 92 ans, que son grand-père disait quand on voit le voile de la mariée sur la roche, c'est qu'une tempête va venir dans les 24 heures qui suivent. Ou alors, quand il y a les cormorans qui se mettent sur Caracéré, qu'on appelle la roche qui se trouve juste en face du phare,
Quand on voit les cormorans qui se mettent en haut, on est sûr d'avoir une tempête dans les 24 heures ou 48 heures qui arrivent. Et le voile de la mariée, on sait si ça va durer 3-4 jours la tempête. Plus le voile est long, plus la tempête va rester 3-4-5 jours. On appelle le voile de la mariée l'écume. L'écume, c'est ça, qui passe sur une roche. Et comme ça commence toujours avec les vents de suroît, donc plus le vent fraîchit, plus la robe de la mariée est longue. Comment se passait la relève? La relève, disons qu'à la jument, c'était quand même c'était même très très dur la relève à la jument. Alors le bateau s'approchait du phare, mais ce n'était pas toujours évident pour que le gars va sur le ballon, évidemment. Parce qu'il y a un ballon, vous ne faisiez pas un grand pas pour sauter du bateau? Non, pas du tout. Hein. On lançait une touline à la vedette, donc la vedette attrapait la touline. Et il y avait un ballon, c'était une grosse bouée. On s'assoyait dessus, alors donc on se balançait entre la vedette et le phare. On ne peut pas venir gardien de phare pour un salaire ou pour faire un travail. C'est une passion, il faut y aller, quoi. Hein. Même par tempête en hiver, on disait toujours, là, quand on va redescendre, on ne remontera plus au phare. Et puis 3-4 jours après, on se sent attiré de retour, on a hâte de monter dans le phare. Aujourd'hui, à la retraite, qu'est-ce qui reste dans votre cœur de ces 37 années passées sur le phare? Il faut que je le voie tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, tous mes enfants, mes petits-enfants appellent le phare à papy, parce que papy dit toujours « mon phare ». On est au bord de la mer, on entend le matin les mouettes qui chantent, le bruit des vagues, même quand il y a des grosses tempêtes, vraiment, c'est magnifique à voir. C'est vraiment une vie que si je reviendrais sur Terre, si je pouvais faire cette vie-là de retour, je la ferais.